Bonjour et bienvenue sur Chevalier du 21e. Je m'appelle Manon Chevalier. Cette chaîne, c'est un espace où j'espère éveiller les consciences sur des dossiers dont on parle rarement au Québec. Et si on nous avait menti sur notre histoire? Dans cette première série de vidéos, j'ai choisi de traiter du sujet que j'estime être le plus important de l'histoire moderne du Québec et peut-être de toute l'histoire du Québec, la réforme de l'éducation. Pourquoi? Parce que tout commence là. La perte de la langue, la dénatalité, la perte de la foi, le vide identitaire qu'on ressent aujourd'hui. J'ai aussi été choquée par ce que j'ai appris grâce au livre de Jean-Claude Dupuis, Sous le lys et la croix. Ce livre, je vous le montre à l'instant à l'écran, c'est un livre que je recommande à tous les adultes et pour tous les adolescents, car suite à cette lecture, j'ai tout de suite eu envie de partager les notions nouvellement apprises. Comme plusieurs d'entre vous, je déteste qu'on me prenne pour une imbécile. Apprendre que nos aïeux ont été trompés, dupés et manipulés m'a mise en colère. Une colère que j'ai choisi de canaliser en partageant ce que j'ai appris. Si nous comprenons mieux notre histoire et les méthodes utilisées par les puissants pour nous manipuler, nous serons collectivement plus forts et capables de nous défendre. J'ai structuré cette présentation en 7 parties pour une raison précise. Démontrer, preuve à l'appui, que les grands bouleversements de notre époque ne sont pas le fruit d'une évolution naturelle, mais bien le résultat d'un effort mondial, coordonné et forcé, ayant utilisé des leviers spécifiques pour réformer en profondeur et de manière dirigée les nations. Pour faire un portrait complet, je n'ai eu d'autre choix que de développer cette présentation en plusieurs parties. La coordination et la quantité de personnes et d'organisations impliquées est d'une importance telle qu'on ne peut pas le résumer en 10 minutes. Quelques mots sur mon approche. D'abord, j'ai mis beaucoup de photos dans cette présentation parce que, comme beaucoup de gens, je suis visuelle. Mettre un visage sur un nom, ça aide à mémoriser. Ça rend l'histoire concrète. Ensuite, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vais vous montrer des documents, des sources, des citations vérifiées par vous-même. Même si ça semble cliché, faites vos propres recherches. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une analyse documentée. Méfiez-vous simplement des thèses dites officielles, prémâchées, et faites vos propres analyses en approfondissant les faits. N'oubliez jamais que ce sont ceux qui ont le pouvoir qui ont écrit l'histoire telle qu'on nous l'a présentée. Ce que vous allez voir est le fruit de plusieurs mois de recherche personnelle. Je ne suis ni historienne, ni journaliste d'enquête, ni universitaire, mais simplement une citoyenne curieuse qui a décidé de creuser certaines questions. J'ai fait de mon mieux pour vérifier mes sources et présenter des informations de manière honnête. Si des erreurs se sont glissées dans cet ouvrage, elles sont miennes et non intentionnelles. Et si on commençait? Je vais commencer par une citation qui résume tout. Elle vient de l'historien Jean-Claude Dupuis. En 1760, les Anglais se sont emparés du territoire canadien. En 1960, ils se sont emparés de l'âme canadienne-française. C'est exactement ce que nous allons explorer. Et avant d'aller plus loin, je veux vous montrer la vue d'ensemble de ce que nous allons explorer dans cette série. En haut, l'Empire britannique et ses institutions, car oui, l'Empire britannique est toujours bien vivant aujourd'hui, malgré ce qu'on peut nous avoir dit. L'Empire britannique est constitué de plusieurs institutions et d'individus. Et donc, il y a notamment la Société Fabienne, l'Université Oxford, la London School of Economics, les bourses Rhodes, la Round Table, et on verra tout ça. Et au milieu des relais locaux, les médias, les loges, des intellectuels formés dans ces institutions, des politiciens, le Concile Vatican II, et tout en bas, dans le cercle rouge, nous, le peuple québécois, la cible de toutes ces opérations. Ce schéma, nous allons le démontrer pièce par pièce dans les prochaines parties, mais d'abord, il faut comprendre ce que nous étions avant qu'on nous transforme. C'était quoi l'identité québécoise d'avant 1960?
En fait, elle reposait, selon l'historien Jean-Claude Dupuis, sur 6 piliers. Et ces 6 piliers formaient un tout cohérent. On ne pouvait pas en retirer un sans affaiblir les autres. D'abord la foi catholique, le cœur de tout. Elle donnait le sens, le pourquoi on vit, le pourquoi on meurt, pourquoi on se bat. Ensuite, les classicismes gréco-latins, le latin, le grec, les grands textes, ça donnait la méthode de pensée, la logique, la rigueur. Et bien sûr, la culture française qui nous apportait le raffinement et la langue française qui permettait la transmission. Et tout ce système reposait sur les collèges classiques, gérés par l'Église, où pendant 8 ans, on formait les jeunes au latin, au grec, à la philosophie. C'est de là que venait cette élite brillante, et c'est précisément ce système qu'on va détruire. Pour détruire un peuple, il ne suffit pas de le conquérir militairement. Il faut lui enlever sa mémoire, sa foi, sa langue, ses références. C'est exactement ce qui s'est passé, et on va le voir encore une fois. Donc, maintenant parlons du mensonge. On nous a tous appris que le Québec d'avant 1960, c'était la grande noirceur. Arriéré, fermé, dominé par les curés, et puis en 1960, paf! La révolution tranquille, la révolution sexuelle, le refus global. Mais est-ce que le Québec était véritablement en retard ou était-ce simplement une nation attachée à ses traditions? Selon moi, la réalité historique n'est pas celle qu'on nous a présentée. Être attaché à la terre, à Dieu, à sa culture, ce n'est pas être arriéré, et c'est plutôt tout le contraire. Oui, il y avait des difficultés, on va y revenir. La vie n'était pas parfaite, mais c'était aussi une époque de solidarité familiale et communautaire. Où les gens s'entraidaient, où la paroisse était un lieu de vie, l'élite du Québec d'avant 1960 était l'une des plus cultivées d'Amérique. Si nous étions si arriérés, si ignorants, comment se fait-il que nos élites étaient reçues par les rois d'Europe? La réponse est simple, la grande noirceur est une invention, une propagande créée pour justifier la destruction de ce que nous étions. L'historien franco-québécois Robert Rumilly en parle d'ailleurs dans son livre « Quel monde? Communisme, socialisme, séparatisme ». C'est un livre des années 60 que je vous recommande si vous réussissez à en trouver des exemplaires qui sont de plus en plus rares. Donc voici quelques-unes des figures qu'il cite. Commençons par Adolphe Chapleau, que vous voyez à l'écran. Donc, il a été premier ministre de 1879 à 1882. C'est un homme beau et éloquent qu'on s'arrachait à Paris lors de ses visites. Il a établi des relations économiques avec la France et créé le Crédit foncier franco-canadien. Commandeur de la Légion d'honneur, reçu par le pape et nommé commandeur de Saint-Grégoire le Grand. Voyons aussi le prochain. Donc, Honoré Mercier, premier ministre de 1887 à 1891, connu pour son panache. Durant son voyage en 1891 en Europe, il a laissé une traînée éblouissante. On l'invitait partout, sociétés savantes, cercles littéraires, instituts, et il acceptait. Le roi des Belges l'a fait commandeur de l'ordre de Léopold, le président français commandeur de la Légion d'honneur. Et le pape Léon XIII lui a accordé le titre de comte palatin à titre héréditaire. Regardez ce vitrail. Il est situé dans l'église de Saint-Aubin dans la commune française de Tourouvre. On y voit Honoré Mercier en tenue civile. Il est entouré des figures religieuses à l'origine de l'œuvre de la fondation de la Société des prêtres pour le Canada, Monseigneur Canac-Marquis, Monseigneur Taché, l'archevêque du Manitoba, le père Rouillard. Pourquoi Tourouvre? Parce que de nombreux Québécois sont originaires de cet endroit. De ce vitrail émane, vous en conviendrez, une aura de dignité sereine, de fierté collective et de claire grandeur morale. C'est Mercier lui-même qui l'a offert à l'Église. Vous imaginez ça aujourd'hui? Un premier ministre qui offre un vitrail à une Église française? Cela vous semble-t-il même concevable? On a aussi Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada pendant 15 ans.
De 1896 à 1911, il a brillé en Angleterre, alors même qu'il défendait la souveraineté canadienne contre l'impérialisme britannique. Respecté malgré tout. Henri Bourassa, le journaliste, et Monseigneur Georges Gauthier, archevêque coadjuteur de Montréal, les orateurs les plus acclamés à Lourdes en 1914 lors du congrès eucharistique. Et finalement, vous avez le sénateur Raoul d'Endurant, qui a eu un succès formidable à la Société des Nations à Genève grâce à sa dignité, son érudition et la beauté de sa voix. Voyons maintenant le sénateur Rodolphe Lemieux. Membre des grands cercles internationaux, il donnait des conférences très suivies à la Sorbonne et fut élu membre de l'Institut de France. Édouard Montpetit, intellectuel, avocat, économiste, bel homme et brillant orateur, il a représenté le Québec dans de grands congrès internationaux à Oxford, à Gênes et à La Haye. Invité à donner des cours sur le Canada à la Sorbonne, puis à Bruxelles. Et il fut élu membre de l'Académie royale de la langue et de littérature française de Belgique, un honneur extrêmement rare pour un étranger. Et le dernier qu'on voit sur la diapo, le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, légat du pape à Domremy en 1939 pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Donc, légat du pape à Mexico en 1945, ses très hautes permissions, ses voyages en France et au Mexique prenaient une tournure triomphale, littéralement. Voilà ce qu'était le Québec d'avant 1960. Une nation fière, cultivée, respectée internationalement. C'est cette élite que la Révolution tranquille va détruire. Pour comprendre ce qu'on a perdu, j'ai deux vidéos. Jean Lesage, dans un premier temps, premier ministre en 1960, c'est lui qui a lancé la Révolution tranquille, mais regardez comment il parle. Portez attention aussi au niveau de français du journaliste Jacques Fauteux. Au cours des cérémonies d'inauguration de la Maison du Québec à Paris, M. Jean Lesage a prononcé un important discours. Il a particulièrement souligné que l'État du Québec polarise la réalité canadienne-française et doit être le point d'appui de la culture française en continent nord-américain. Voici comment le Premier ministre a précisé sa pensée. Pour nous, l'État du Québec, c'est le point d'appui commun, le levier dont nous pouvons et devons nous servir dans la poursuite des tâches que nous impose notre présence dans la réalité canadienne et notre survivance au sein d'un monde américain dont la culture est étrangère à la nôtre. Il est devenu par la force des choses et à cause des lois inéluctables de la démographie de l'histoire, l'instrument communautaire d'une affirmation nationale, s'appuyant non pas sur un chauvinisme étroit, mais sur le souci bien légitime chez toute minorité de sauvegarder son mode de vie et les traits. Donc vous avez remarqué le vocabulaire, la syntaxe impeccable du premier ministre tout comme du journaliste. Maintenant, écoutons François Legault, premier ministre actuel qui vient tout juste de démissionner en fait, et constater la différence. Bon, là, j'étais à la fromagerie Lemaire à Drummondville. Je me suis acheté du fromage. Puis là, je sais pas comment on appelle ça. Fromage en grains, fromage en crotte, fromage quick. Comment vous appelez ça, ce fromage-là, vous autres? Donc, le constat est accablant, n'est-ce pas? 60 ans après la modernisation, la soi-disant modernisation, nos leaders maîtrisent moins bien leur langue que leurs prédécesseurs arriérés et que même moins bien que la population moyenne de l'époque. Donc avec une élite comme celle que nous avions, une élite qui tissait des liens avec la France, ça ne plaisait probablement pas à l'Empire britannique de voir qu'il y avait un essor de cette élite et des liens qui étaient renforcés entre les différents pays de la francophonie. Donc, si on a détruit l'ancienne identité, n'est-ce pas, par quoi on l'a remplacée? Je vous ai mis un tableau à l'écran. Regardez ce tableau.
On y voit la foi catholique remplacée par le relativisme moral, le classicisme, donc le latin, le grec, la philosophie, remplacée par la pédagogie des compétences, la culture française remplacée par la culture américaine, la famille, la communauté remplacée par l'individualisme, l'autonomie provinciale remplacée par la dépendance fédérale et l'élite cultivée remplacée par la technocratie, les familles nombreuses remplacées par un monde sans enfants et par l'immigration, le sens de la vie remplacé par le matérialisme. Certains diront mais plusieurs d'entre nous sommes aujourd'hui prospères financièrement par rapport à nos aïeux et nous avons beaucoup de liberté. À cela, je répondrai, c'est vrai, sur le plan matériel. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce qu'on a fait de cette liberté? On l'a utilisée pour quoi exactement? La dénatalité, on est passé de 4 à 5 enfants par famille à 1,5. On ne se remplace même plus. La solitude, la famille éclatée, les aînés abandonnés dans les CHSLD, les jeunes anxieux, médicamentés, sans repère, on a remplacé Dieu par le centre d'achat et Amazon. La messe du dimanche par le brunch, l'art sacré par le divertissement. Certains appellent ça la liberté. Moi, j'appelle ça un peuple qui se meurt sans même s'en rendre compte. Et nos grands-parents, nos parents, ils ont cru bien faire. On leur a dit que c'était le progrès. Mais le progrès vers quoi? La société canadienne-française d'avant 1960 n'était pas parfaite. Domination économique anglophone, accès limité à l'éducation supérieure, pauvreté rurale, alcoolisme. La vie était dure, pour les femmes comme pour les hommes. Personne n'avait de répit. Les femmes avaient un travail domestique constant à faire, des grossesses multiples, et les hommes avaient un travail physique épuisant, travaillaient dans les mines, les forêts, les fermes, les chantiers, les usines. Mon intention ici n'est pas d'idéaliser cette époque. Il y avait place pour des améliorations, des ajustements, sans doute. Mais entre ajuster et démolir, il y a une différence. Et c'est ce qu'on va explorer. Nos détracteurs argumenteront que la vie est devenue plus facile après 1960. C'est vrai. Mais grâce à quoi exactement? L'électrification rurale, la mécanisation agricole, le réfrigérateur, la machine à laver, les antibiotiques et autres progrès médicaux, l'eau courante, le chauffage central, ces changements se produisaient partout en Occident tout au long des années 50 et des années 60. Maintenant que nous avons vu ce qu'on a détruit et ce qu'on a mis en place, la question devient, mais qui a fait cela? Dans la prochaine partie, nous allons explorer l'origine de l'Empire qui a orchestré cette destruction de nos bases identitaires. Merci d'avoir regardé la partie 1.